Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Charles Collas, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier vice-président du Citral et vice-président de la métropole aux mobilités. Alors comme on est toujours en janvier, quels sont vos vœux pour ce début d'année? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Moi, vous savez, je travaille avec Bruno Bernard au sein de l'exécutif de la métropole de Lyon. On a plein de projets en cours, plein d'investissements à mener à bien sur cette année 2025 et l'année 2026. Donc j'aimerais bien qu'on nous laisse travailler et qu'on ne rentre pas dans une hyper-politisation très électoraliste de la période. Alors si on regarde le premier conseil de la métropole de l'année, c'est mal engagé, c'était très politique, avec un débat dont vous avez la responsabilité, c'est la zone à faible émission qui s'est réinvitée. Il y a des dernières concessions qui ont été faites à la fin de l'année, ça ne suffit toujours pas au regard de l'opposition. On se souvient que pendant la campagne, au début de mandat, vous aviez plaidé pour une accélération du calendrier. Finalement, vous avez ralenti. C'était une erreur de vouloir aller plus vite que la musique? Alors, d'abord, moi, j'avoue, vous l'avez très bien dit, que le Conseil métropolitain de lundi, à un peu plus d'un an des élections municipales et métropolitaines, effectivement, est devenu particulièrement détestable, on va dire. Il y a des positions, des postures. Moi, je rappelle juste que la zone à faible émission, il y en a 320 en Europe, c'est une directive européenne de 2008, c'est une loi française de 2019, votée par certains qui siègent aujourd'hui dans notre opposition, qui étaient alors parlementaires, et qui sont contre aujourd'hui après avoir voté pour il y a 5 ans, puis la loi climat-résilience de 2021 qui nous impose ce calendrier. Les gouvernements précédents et l'actuel ont reculé dans la plupart des métropoles françaises, sauf deux, Paris et Lyon. La loi, l'État français nous impose de mettre en œuvre cette ZFE sur Paris et Lyon avec le calendrier que nous appliquons. Voilà. Ça, c'est le premier enjeu. Donc moi, je ne peux pas aller contre la loi. J'essaie de faire en sorte qu'elle s'adapte le plus possible aux gens, aux personnes, aux entreprises. Mais malheureusement, je ne peux pas dire je n'applique pas la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la ZFE, elle est faite pour améliorer la qualité de l'air, donc la santé de nos concitoyens. On a un vrai problème sur la métropole de Paris, sur la métropole de Lyon, de niveau de pollution qui fait qu'on a des dizaines de milliers d'enfants malades. Donc ça, c'est un enjeu important. Au début de la mise en place de la ZFE, on a lancé plein d'études sur Lyon pour savoir quel était le bon périmètre, le bon calendrier, quelles étaient les choses à mettre en place pour que ce soit acceptable tout en étant efficace, parce que l'objectif, c'est d'être efficace. Et à cette époque-là, on nous disait il faut aller plus fort et plus vite pour respecter les directives européennes de qualité de l'air, c'est-à-dire les normes de pollution. Et donc c'est pour ça qu'on souhaitait accélérer le calendrier. Et puis on se rend compte, avec le temps, que la pollution diminue. Si, justement, les gens ont naturellement changé leur comportement. Il y a beaucoup moins de voitures qui circulent. Ça, c'est le premier élément sur la métropole de Lyon. On a une baisse d'environ 15%, on va dire, sur la métropole de Lyon en 4 ans, du nombre de déplacements en voiture. Et ça fait baisser la pollution. Mathématiquement, c'est très simple. C'est pas le sentiment des gens qui sont coincés dans un embouteillage. Ah, mais c'est pas parce qu'il y a des embouteillages qu'il y a moins de voitures. Les chiffres sont là, et d'ailleurs, ce n'est pas des chiffres de la métropole, c'est des chiffres indépendants, neutres, et notamment TomTom le dit, par exemple. Il dit effectivement qu'il y a plus d'embouteillages, que le temps de parcours n'a pas obligatoirement augmenté, parce qu'il y a des endroits où, du coup, il y a moins d'embouteillages, et il y a moins de voitures. Et ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, les gens ont changé. Il y a 4-5 ans, 70% des véhicules achetés étaient des véhicules diesel, très polluants en dioxyde d'azote. Aujourd'hui, dans la métropole, c'est moins de 7%. Donc effectivement, il y a un renouvellement entre guillemets, des pratiques de mobilité et du parc automobile qui fait que la pollution diminue. Dans votre majorité, la maire de Vénissieux, par exemple, hier, est montée au créneau pour dire que 40% des véhicules de sa commune sont concernés par la nouvelle interdiction des critères 3, et que quand on en arrivera en 2028 à l'interdiction des critères 2, ça représente les 3/4 des véhicules de sa commune. Alors, sur l'interdiction des critères 2, qui n'est pas prévue par la loi, et qu'on a programmé, nous, en 2028, pour atteindre les objectifs, on se rend compte que la courbe, la trajectoire de la pollution s'améliore nettement et que peut-être on ne sera pas obligé de la mettre en œuvre. Donc ça, c'est à rediscuter. Le président a très clairement dit que ce n'était pas un tabou. Pour ce qui est des critères 3, c'est la loi. La loi nous impose d'interdire les critères 3 au 1er janvier 2025. Certes, à Vénissieux, comme dans certaines communes de l'Est lyonnais ou à Givors, il y a beaucoup de critères 3, puisque c'est des véhicules anciens et qu'effectivement les personnes sont plus pauvres. Surtout les familles plus modestes. Tout à fait. Sauf que ces communes-là ne sont pas dans la ZFE. Vénissieux, il y a un tout petit bout de Vénissieux qui est dans la ZFE. Et aujourd'hui, pour rentrer dans la ZFE de Vénissieux, beaucoup de gens ont du métro, du tramway et des lignes de bus. Alors, ceux qui y vont quotidiennement, ils préfèrent ça. Ceux qui ne peuvent pas bénéficier des transports en commun parce qu'ils travaillent en horaire décalé, qui commence après 21h ou qui termine avant 6h du matin, on a mis en place une dérogation horaire décalée.
Ceux qui y vont ponctuellement parce que un jour ils sortent au cinéma ou au restaurant, etc., on a mis en place une dérogation petit rouleur. Voilà, on essaye d'accompagner les gens au mieux possible. Je suis intimement persuadé que la majorité des gens qui ont un critère 3 sur Vénissieux, comme dans les autres communes autour de la ZFE, ne viennent pas dans la ZFE tous les jours avec leur voiture. Après, quand on habite Vénissieux, les transports en commun permettent de desservir tout l'ensemble de l'agglomération, mais enfin, des fois, ça fait des temps de parcours qui peuvent être très longs. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez, se déplacer en voiture dans la ZFE, c'est beaucoup plus long que d'utiliser les transports en commun. Et très honnêtement, moi, je ne prends la voiture dans la ZFE que quand vraiment j'y suis obligé, ce qui est très rare. En transport en commun, je mets 2 fois moins de temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte. C'est d'ailleurs pour ça que la fréquentation des transports en commun augmente et le nombre de voitures diminue. Donc pour vous, ceux qui se plaignent ont tort, c'est qu'ils ont mal calculé leur temps de parcours? Non, c'est qu'il est toujours difficile de changer de comportement. Quand on a pris l'habitude, et ma génération, on est né avec une voiture entre les jambes, bien évidemment, quand on a pris l'habitude, c'est très difficile de changer de comportement. Il y a beaucoup de gens qui disent que les transports en commun, c'est pas pour eux, c'est trop long, c'est trop compliqué. En fait, ils n'ont pas réessayé depuis des années. Et la plupart des gens qu'on accompagne, et c'est aussi notre rôle de conseiller les gens, de les accompagner, de leur dire votre déplacement, vous avez besoin d'aller de là à là, la meilleure solution c'est celle-là. C'est un peu ce que nous faisons avec les agences de mobilité et avec Citral Mobilité. Et bien ils se rendent compte qu'en fait c'est une bonne solution qui leur coûte beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus rapide. Il devait y avoir des accompagnements d'État, notamment pour aider à changer de voiture, qui ne sont pas toujours au rendez-vous. En tout cas, ça faisait l'unanimité dans les débats hier. Est-ce que du coup, ça ne justifiait pas, comme l'État n'est pas au rendez-vous, de retarder un peu le calendrier? Mais ça, il faut le demander à l'État. C'est l'État qui fixe le calendrier, ce n'est pas la métropole de Lyon. Voilà. Donc l'État fixe le calendrier. Il dit, je donne jusqu'à 6 000 € d'aide pour changer de véhicule. La métropole dit, moi je rajoute 3 000 € pour les personnes les plus pauvres, ce qui fait qu'il y avait un reste à charge qui était quasiment nul pour acheter par exemple un véhicule critère 1 d'occasion, qui est un véhicule essence qui a on va dire un nombre de kilomètres encore correct pour continuer à rouler. Et puis l'État supprime ces aides, mais il ne change pas le calendrier. Donc on est en train de faire pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne, pour Paris et Lyon, puisqu'il maintient le calendrier pour Paris et Lyon, les aides. Je vous avoue que je ne suis pas très optimiste. On essaye de faire pression aussi sur le gouvernement pour qu'il remette en place le leasing social, c'est-à-dire le véhicule électrique loué pas très cher pour les personnes qui ne sont pas très riches. Parce que ça, je pense que c'est aussi une bonne solution. Ça a beaucoup fonctionné dans l'année 2024. Ça pourrait être une solution pour Paris et Lyon, notamment pour circuler dans la ZFE. On ne fait pas 150 km tous les jours. Et là, la métropole pourrait aussi accompagner, mais nous, tout seuls, on ne peut pas avoir le même niveau d'aide que l'État. Vous pourriez ne pas contrôler les véhicules ou faire pression sur le gouvernement pour repousser ce calendrier? Ça aussi, c'est bien la preuve qu'on est dans un temps de posture politicienne par rapport à une période préélectorale. La métropole n'a pas de police. La métropole ne verbalise personne. La métropole ne contrôle personne. Les polices qui peuvent contrôler et donc sanctionner les gens, que ce soit pour la vitesse, pour la ZFE ou pour autre chose, c'est les polices nationales et municipales. Donc les polices municipales le font un tout petit peu, en particulier sur Lyon. En stationnement, elles contrôlent essentiellement des gens qui n'ont même pas leur vignette critère. Vous savez que c'est quand même obligatoire depuis des années en France et ça coûte moins de 4 €. Donc effectivement, ceux qui n'ont pas de vignette, on ne sait pas quels critères ils ont. Mais il n'y a pas beaucoup de contrôle de ce côté-là. Et la police nationale a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Donc là, il est prévu, on a vu ça avec la préfète chargée de la qualité de l'air, un contrôle pédagogique par la police nationale, médiatisé dans les semaines qui viennent, non pas pour sanctionner, mais pour dire aux gens, vous devez effectivement respecter la ZFE, puisque c'est la loi nationale, c'est la police nationale qui contrôle et qui sanctionne, ce n'est pas la police métropolitaine, qui aujourd'hui n'existe toujours pas. Et vous n'interpellez pas le gouvernement pour repousser le calendrier? Ce n'est pas mon rôle d'interpeller le gouvernement pour repousser le calendrier. Mon rôle d'élu en charge d'une politique, c'est d'essayer de la mettre en œuvre et de la mettre en œuvre en accompagnant les gens. Vous savez, il y a 320 ZFE en Europe. Pourquoi ne serions-nous pas capables, nous en France, d'en faire 2, Paris et Lyon? On est vraiment plus bêtes que les autres? Non, c'est juste que les mesures d'accompagnement doivent être adaptées pour que ça se passe en douceur. Et c'est un peu ce que essaye de faire la métropole. Malheureusement, l'État ne nous soutient pas. Alors, Force ouvrière, ce qui sera reçu à la métropole la semaine prochaine, demande une dérogation du calendrier, le temps que les travaux de nouveaux tramways que vous avez prévus se réalisent et que du coup l'offre de transport en commun soit plus forte. Est-ce que ça ne fait pas sens, cette demande? Alors, effectivement, toutes les lignes fortes de transport en commun que nous avons lancées sous ce mandat, puisque nous avons doublé les investissements en transport en commun, justement pour accompagner la mise en place de ces ZFE, mais pas que, vont se terminer courant 2026. Il y aura très très peu de contrôles, sanctions.
jusqu'à fin 2026, puisque l'État, qui avait promis à mes prédécesseurs des radars de contrôle de la ZFE en 2020, maintenant les promet pour fin 2026. Et comme tous les 2 ans, ils reculent de 2 ans, c'est même pas certain qu'on les ait en 2026. Donc oui, voilà. Maintenant, si un grand syndicat comme FO, mais comme d'autres, veulent un changement de calendrier, il faut qu'ils s'adressent à celui qui fixe le calendrier. C'est pas moi qui fixe le calendrier, c'est pas la métropole, c'est l'État, donc il faut qu'ils s'adressent à l'État. Je crois que FO est représenté nationalement. Ce qu'on entend aux habitants du Mas du Taureau, par exemple, qui n'ont pas encore de tramway qui les dessert, c'est bon, bah, vous avez 1 an pour changer, vous inquiétez pas, vous ne serez pas verbalisé en 2026. Il y a très peu 2026. de possibilités qu'ils soient verbalisés effectivement en 2025-2026. Ensuite, je pense que l'immense majorité des habitants du Mas du Taureau ou d'ailleurs ne viennent pas dans la ZFE en voiture, parce que ça coûte quand même très très cher, ne serait-ce qu'en stationnement, et que ce ne sont pas des gens qui sont très riches. Et donc aujourd'hui, ils utilisent déjà les transports en commun, les bus, les tramways qui ne sont pas obligatoirement juste devant leur porte, mais un peu plus loin, ou les métros, d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont des solutions alternatives, et je peux vous dire que l'immense majorité des gens des quartiers populaires ne vient pas à Bellecour ou à Pardieu en voiture, loin de là. Ils viennent la plupart du temps en transport collectif. C'est quand même 95% des gens qui viennent à la Pardieu qui viennent en transport collectif. Je reviens à mes questions du début. On se souvient que pendant la campagne, et puis en début de mandat, vous aviez promis une accélération de ce calendrier, parce que c'était votre engagement écologique pour l'amélioration de la qualité de l'air. C'était une erreur de vouloir accélérer les choses? Alors, on n'a pas promis une accélération, parce qu'on n'aurait pas pu accélérer les critères 5, 4, 3, mais on avait prévu d'aller jusqu'à l'interdiction des critères 2 en 2026. C'était effectivement les études qui nous disaient, pour atteindre le seuil de pollution, notamment sur le boulevard Laurent-Bonnevet, où je vous rappelle qu'il y a quand même des milliers de gens pas très riches qui habitent à côté et des enfants qui respirent cet air pollué tous les jours de l'année. On était jusqu'en 2024 au-dessus du seuil de pollution acceptable sur le capteur de Laurent-Bonnevet. C'était pour cette raison-là qu'on voulait aller plus loin et aller plus vite, parce qu'il fallait améliorer cette qualité de l'air, notamment sur le boulevard Laurent-Bonnevet. On a discuté, on s'est rendu compte que c'était compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il y avait un impact social et économique très fort. Donc on a reculé déjà cette 4e étape à 2028. Ça a été adopté il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Là, aujourd'hui, on se rend compte que la pollution diminue parce que la mobilité en voiture diminue. Je vous dis, le calendrier de 2028, il est discutable. Nous, on est des pragmatiques, on s'adapte, on a un objectif, c'est améliorer la santé des enfants et la qualité de l'air. Comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre et quels sont les outils à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? C'est ce que nous adaptons au fur et à mesure. Juste pour finir sur le Conseil métropolitain hier, le sujet majeur, c'est évidemment le budget, avec des efforts d'économie que vous avez à faire, entre 50 et 100 millions. Et Nathalie Perrin-Gilbert est montée au créneau pour dire qu'il fallait faire des économies sur les budgets de communication. Reviennent les 3 millions d'euros dépensés par les TCL pour changer de logo. Dans ce contexte, c'était absolument nécessaire? Alors, les TCL n'ont absolument pas dépensé 3 millions d'euros pour changer de logo. Là aussi, on est dans la posture politicienne. Et j'aime bien Nathalie Perrin-Gilbert, mais si elle était aux affaires, vu que toute sa façon d'être, c'est de la communication, je pense que le budget communication, il exploserait beaucoup. Non, on a eu 20 000 euros pour changer de logo au Citral. En revanche, effectivement, on a tous les bus bleus, tous les cars bleus des cars du Rhône et violets de Libellule qui sont intégrés dans un seul réseau unifié dans 9 mois maintenant, qu'il faut changer en termes de couleur, en termes d'habillage. Et ça coûte au total 3 millions d'euros. C'est rien du tout, surtout que ça va booster les recettes, puisque ça va booster la fréquentation de ces véhicules. Quand on a mis les cars rouges dans les communes en 2013, comme nos prédécesseurs ont fait ça à Chaponneau, à Grézieux, La Varenne, Brinda, etc., on a multiplié par 7 la fréquentation sans augmenter tant que ça les fréquences. Donc je pense qu'on pouvait tout à fait se payer ce toilettage-là. L'objectif, c'est pas de changer de logo, l'objectif, c'est d'unifier un réseau, que ce qui est attendu depuis 40 ans par les habitants du Rhône, que les TCL couvrent tout le Rhône, se mettent en place enfin. Je pense que je peux vous dire, dans les rues de Brignais, il y a quelques semaines, et dans celle de Vaugneray, où je monte cet après-midi, pour inaugurer la ligne 147 et la réorganisation des cars et des bus sur ce secteur-là, les gens nous remercient, les gens applaudissent les bus rouges quand ils passent. C'est assez extraordinaire. On est à 1 an de nos élections, tout petit peu plus d'1 an des élections municipales et probablement métropolitaines. On a vu des élections municipales à Francheville, le premier tour le week-end dernier, le deuxième tour ce dimanche, qui sont quand même très défavorables aux écologistes, parce qu'on pensait que vous étiez en situation de l'emporter. Finalement, votre candidate est à moins de 20%. Ça vous inquiète dans la perspective
des prochaines métropolitaines? C'est un petit peu trop tôt, je pense, pour s'inquiéter. C'est une déception, c'est très sûr. Après, c'est une élection partielle sur une seule commune. Donc voilà, il faut analyser très clairement quels sont ceux qui se sont mobilisés et pourquoi. Et puis, c'est un contexte un peu particulier. Francheville ne représente pas toute la métropole, loin de là, en termes de sociodémographie. C'est à côté d'Oulin où vous avez des grandes ambitions. Oui, avec une population qui est quand même pas tout à fait la même. Oulin garde quand même beaucoup de quartiers populaires et une mixité bien supérieure, Oulin-Pierre-Bénite surtout maintenant, que Francheville. C'est à regarder de près et étudier bien évidemment. Vous savez, il y a eu des élections législatives il y a à peine plus de 6 mois, là, sur tout le territoire, sur toute la métropole. Elles ont plutôt été bonnes pour le nouveau Front populaire et les écologistes, sur la métropole en tout cas. Donc voilà, on va voir. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la politique politicienne pour calculer combien on risque de faire. On a un projet, des projets, dans les communes et sur la métropole, à porter pour 2026, à construire avec les habitants. C'est ce qu'on va faire là dans l'année 2025. Ces projets seront-ils séduisants pour les habitants? Nous verrons. J'espère bien que oui, parce que je pense que ce que nous avons fait, notamment sur les transports collectifs, notamment sur la régie de l'eau, notamment sur la végétalisation, sur l'apaisement de la vie dans la métropole, je pense que c'est plébiscité par bon nombre d'habitants. Jean-Charles Colas, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.